Et bienvenue. Le coronavirus gagne du terrain partout dans le monde. Et la dangerosité du Covid-19 crée un climat de psychose. Les populations du monde entier, d'abord confrontées à la peur de l'épidémie, font maintenant face à l'épidémie de la peur. C'est le sujet de ce numéro de Ça fait l'actualité. Rejet de l'autre, paranoïa, stigmatisation ou amalgame, le coronavirus affecte aussi les relations humaines, comme le montrent ces quelques témoignages au micro d'Assou Touré et de Georgette Ido. On dit que quand tu tousses ou bien si tu as les problèmes au niveau de respiration, voilà pourquoi tout le monde a peur. Ceux qui ne sont pas bien informés de la situation, ceux qui fuient les blancs. Sinon, avec les blancs, ça ne cause pas de problème. Les gens ont peur de ceux qui sont venus de l'extérieur. Et dans les rapports du ministre, ils disent la plupart du temps que c'est des cas importés. Donc cela crée bien évidemment la psychose. On connaît les signes, on nous fait passer les symptômes à la télé tout le temps, le rhume, la toux. Du coup, voilà, quand quelqu'un tousse à côté de nous, notre premier réflexe c'est de penser à ça. Moi je pense que c'est normal, hein, l'être humain a toujours besoin de se protéger. Quand on voit un blanc, on a peur de lui parce qu'on ne sait pas, on ne sait jamais s'il a ça, bien s'il n'en a pas. Donc on a vraiment peur. Déjà en voyant un blanc, moi particulièrement, je m'inquiète, je me dis que c'est certainement quelqu'un qui vient d'ailleurs, de l'Occident, puisque le coronavirus est rentré de par les gens qui viennent d'ailleurs, je veux dire de l'Europe. Donc déjà quand je vois, je m'éloigne déjà de la personne. Et voilà, quand c'est un Chinois, bon, en tout cas c'est la même chose déjà qui vient en tête. Comme on dit, la maladie vient des Occidentaux, donc de tout coup quand tu vois un blanc et un Chinois, tu as peur. Mais quand tu te protèges au moins, tu n'as pas peur parce que tu es protégé. Il y a des moyens de protection, mais les gars négligent, c'est pas bon. Tout en public, c'est pas bon. Il y a une méfiance, surtout quand c'est les étrangers, si tous les Chinois, les tout et tout. Quand on voit les étrangers et d'autres personnes, les gens ont peur. Et les gens, au lieu de rassurer les gens, continuent à les faire peur. N'est-ce pas, en divulguant des contre-vérités, des choses qui ne sont pas, n'est-ce pas, vérifiées par des sources sur les réseaux sociaux, tout et tout. Le Covid-19 n'est pas venu chercher, entre guillemets, les autres pathologies, les autres maladies. Il existe toujours le palu qui partage un symptôme avec le Covid-19, c'est-à-dire la fièvre. Il existe toujours le rhume, et il existe toujours la grippe, et la toux. Et tous ceux qui sont enrhumés ne sont pas forcément porteurs du Covid-19. Et il n'y a pas de raison d'avoir peur des blancs. Et ce n'est pas uniquement les blancs qui peuvent tomber malades. Et puis ce n'est pas tous les blancs qui sont malades du Covid-19. Et puis ce n'est pas aussi tous les noirs aussi qui sont malades du Covid-19. Depuis quelques semaines, les relations humaines et interactions sociales ont changé sous cette pandémie. Quand certains fuient au premier éternuement, d'autres décident de ne plus du tout côtoyer les étrangers. Alors, dans un contexte de pandémie, quels sont les ressorts psychologiques et sociaux que développe la société? Comment passe-t-on de la peur de l'épidémie à l'épidémie de la peur? Pour en parler, je suis en compagnie du docteur Laura Michel, enseignant-chercheur et psychologue. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Djedje. Et du docteur Lille Niquez-Nielbien, sociologue. Bonjour et merci de votre présence sur ce plateau. Bonjour Fatim et merci. Alors, on vient de le voir dans l'élément juste avant. Le coronavirus est apparu en Chine fin décembre 2019. Et depuis, la communauté chinoise se dit victime de stigmatisation. Elle dénonce certains comportements qui vont du boycott aux remarques racistes visant ses ressortissants. Certains, même dans cet élément, nous ont dit ne plus vouloir approcher des Chinois. Docteur Laura, comment expliquez-vous que l'épidémie du coronavirus suscite ces réactions envers cette communauté? Eh bien, les réactions qui se présentent à nous face au phénomène du coronavirus dénotent tout simplement du manque d'informations que nous avons et aussi de la crainte de se mettre en danger. Donc, les personnes en question développent des idées préconçues, sans fondement objectif, et ils englobent tout le monde. Donc, ils ont en fait une image simplifiée de l'origine de la maladie qui est rattachée à une couleur, qui est rattachée à une appartenance à une race. Alors, du coup, pour se protéger par instinct de survie, on va dire, ils se disent mieux vaut prévenir que guérir. Et malheureusement, comme l'a dit quelqu'un dans l'élément, ce ne sont pas tous les blancs qui sont malades, ce ne sont pas tous les noirs qui sont sains. On le voit bien dans notre pays.
Tout à fait. Et les préjugés, malheureusement, et le sectarisme sont aussi des symptômes des épidémies. Lors du déclenchement de la crise Ebola en 2014, ce sont les personnes d'origine africaine qui avaient été stigmatisées. Comment peut-on s'y prendre afin de dissocier finalement le pays d'origine du virus de sa population? Bien, il faut savoir que la stigmatisation, c'est du classique, c'est un réflexe, au sens où toutes les différences sont dans la nature. Et à partir des différences, on fait des catégories sociales. Et à partir des catégories sociales, on cherche des boucs émissaires. Et à partir des boucs émissaires, ça permet d'expier quelque part sa propre peur. Voyez-vous, le dernier rapport de l'OMS fait des catégories en âge, les femmes, les âgés, etc., les gens de couleur, etc. Et vous voyez que même en vous nous disant de lutter contre la stigmatisation, la présentation même des rapports pour dire que tout le monde peut en mourir, ça suppose que le non-dit, c'est qu'il n'y avait que les Blancs qui en mouraient. Le fait de dire que même on a été choqué par la mort d'une fille de 16 ans. Vous voyez, donc même en luttant contre l'idéologie, il se retrouve en pleine reproduction de l'idéologie. Donc si on va un peu plus loin, on verra que cela est possible, mais dans un cadre global de la mondialisation. Sinon, si on rentre en profondeur par rapport à la culture des uns et des autres, l'Africain a une représentation de la maladie qui est liée à une auto-stigmatisation de la communauté. La maladie n'est jamais que d'origine organique. Elle est souvent d'origine mystique, au sens où c'est une offense à Dieu, à nos ancêtres qui nous amène la maladie. Donc quand quelqu'un est malade, automatiquement la société consulte d'abord pour voir qu'est-ce que la communauté a fait ou pas. De telle sorte que ça met le malade ou la catégorie des malades à l'abri de la stigmatisation. Le fait que toute la société prend sur elle. Mais quand vous regardez, les autres cultures ont tendance à l'isolement. Et qui dit isolement n'est jamais loin de la stigmatisation. Alors on va aussi s'intéresser à une autre situation un peu plus cocasse pour le coup. On a vu des pays du Sud fermer leurs frontières pour empêcher les voisins du Nord. Habituellement, c'est le contraire. Et on a aussi l'exemple du Mexique qui redoute justement que des Américains puissent franchir la frontière non testés et donc propager le coronavirus sur son territoire. Pour rappel, il s'agit à l'origine de revendications américaines. Qu'est-ce que cela vous inspire? On change de paradigme? Écoutez, c'est l'instinct de survie qui est en branle. Quand on a envie d'aller dans un pays, c'est pour un mieux-être. Maintenant, quand on perçoit ce pays-là comme étant source de danger, la réaction la plus humaine, la plus normale, c'est de s'en protéger. Effectivement, c'est une inversion des paradigmes. Alors que Donald Trump voulait construire un mur à 6 milliards de dollars, pour 6 000 milliards de dollars pour empêcher les Mexicains de rentrer. Aujourd'hui, qu'il a 160 000 à 200 000 cas de coronavirus, c'est plutôt les Mexicains qui déposent des tolls pour empêcher les Américains de rentrer parce qu'ils ont 685 cas. Donc, comme elle l'a dit, c'est naturel, c'est un réflexe. Face à la mort, chacun se protège comme il peut. C'est notre bien le plus sacré, la vie. Donc, tant qu'on peut la prolonger, tant qu'on peut la protéger, peu importe ce qui se passe, effectivement, vous avez raison, c'est une inversion du paradigme. Alors là, on parlait de la stigmatisation raciale. On va aborder maintenant peut-être la stigmatisation sociale parce que les personnes qui vivent dans des situations précaires, de précarité, sont assez stigmatisées lors d'épidémies. Peut-on éviter que ces personnes en situation de précarité soient stigmatisées parce qu'elles sont soupçonnées finalement de vivre dans des conditions qui favorisent la propagation du virus, à savoir le manque d'hygiène, la promiscuité et l'insalubrité? Comment faire pour mettre fin à ces clichés? Déjà, il faudrait que tout le monde soit conscient du mode de propagation de cette maladie-là. Et qu'on soit riche ou pauvre, on doit se laver les mains, on doit respecter les distances de socialisation, on doit respecter certains critères. C'est vrai qu'il y a une population qui est plus vulnérable, mais ce n'est pas la population démunie. C'est tout simplement les personnes qui ont des maladies, de grandes maladies comme le diabète, comme l'asthme, comme... On parlera de voilà, la stigmatisation liée au niveau à la santé. de la santé, mais pour le moment, je veux dire, ce ne sont pas que les riches ou que les pauvres qui sont atteints. Seulement, dans l'imaginaire populaire, on pourrait se dire que la maladie est venue par des personnes qui ont une grande mobilité du fait des voyages qu'elles effectuent, du fait qu'elles sont aisées. Mais à contrario, justement, là, on parlait des personnes qui sont dans la précarité, donc dans l'insalubrité. On peut même parler du personnel de maison. Certains ont décidé de ne plus
les faire venir chez eux, puisque ces personnes vivent dans des quartiers dits précaires. Là aussi, nous sommes dans des clichés. Bien, nous sommes totalement dans des clichés parce que depuis 50-60 ans, l'OMS nous a servi les grandes épidémies et pandémies autour de la pauvreté. Donc tout tournait autour de l'Afrique et du tiers-monde et des pays sous-développés. Et à le contrario, de l'autre côté, à part le sida qui a un peu faussé les lignes en passant par l'homosexualité et autres, mais le classique des épidémies pratiquement depuis les années 60 sont liés au sous-développement, à la pauvreté, etc. De telle sorte qu'il se retrouve que même dans le tiers-monde, certains reprennent cela à leur propre compte. Et aujourd'hui, effectivement, le corona, comme disait madame, a inversé les choses. C'est plutôt ceux qui ont de l'argent, qui bougent, qui ont beaucoup de monde autour d'eux, qui sont susceptibles de développer la maladie aujourd'hui. Mais eux aussi sont stigmatisés, ces personnes justement avec des revenus supérieurs, puisque les quartiers résidentiels ne font plus recette. Ici, on parle de Cocody ou autre, parce que ces personnes, comme vous venez de le dire, sont soupçonnées d'avoir fréquenté des étrangers ou d'avoir régulièrement été à l'étranger. Elles sont perçues comme les foyers, des foyers de coronavirus sont les foyers européens, elles sont perçues comme des personnes contaminées ou contagieuses. Le fait est que la maladie a été vraiment très, très rapide. Ça nous est tombé sur la tête. Donc, ce qui se passe avec cette maladie, c'est qu'on n'a pas très vite compris et on ne comprend toujours pas exactement ce qui se passe. Au tout début, quand on était informé, on nous disait c'est une maladie que les enfants ne font pas parce qu'ils transmettent juste le virus, mais ils ne font pas la maladie. Et chemin faisant, on se rend compte que ce n'est pas vrai. Et au bout du compte, après 6 semaines à peu près, on pourrait se dire qu'en fait, tout compte fait, l'élément qui rend vulnérable, c'est le niveau d'immunité, le niveau de santé de la personne, l'état de santé général. Et ce n'est ni la pauvreté, ni l'âge, mais ni la couleur de peau, mais c'est un système immunitaire défaillant qui est une porte ouverte pour la maladie. Vous parlez de la jeunesse. Longtemps, on a cru que les jeunes n'étaient pas concernés par le coronavirus, en tout cas au niveau de la létalité, c'est-à-dire le décès des personnes contaminées. Et les autorités sanitaires nous répétaient constamment que les jeunes ne sont pas épargnés par la maladie, même s'ils ne représentent qu'une minorité des cas probables. L'âge peut-il susciter un excès de confiance chez la jeunesse qui se sent peut-être invincible ? Bien, voyez-vous, moi, ça m'inspire le fait qu'aujourd'hui, tout le monde stigmatise tout le monde. Nous sommes dans un monde moderne aujourd'hui avec les réseaux sociaux où tout le monde est médecin, tout le monde est psychologue, tout le monde est sociologue, tout le monde dit sa vérité, etc. Tout le monde est politique, tout le monde saurait mieux gérer cette crise-là. De telle sorte qu'à un moment donné, on arrive à une situation où on a tout entendu, on continue de tout entendre et en même temps son contraire. Et du coup, chacun se fait sa part de vérité à sa porte. Effectivement, vous l'avez dit si bien, la surmédiatisation nous met dans des statistiques pas possibles, nous met dans des hantises pas possibles et nous met aussi dans des contre-vérités pas possibles. De telle sorte que, statistique pour statistique, quand on vous dit 97% des cas de Côte d'Ivoire viennent d'Abidjan, il n'y a pas match. Si on vous dit que ça vient de l'extérieur, il n'y a pas match non plus. Si on vous dit qu'il y a plus d'hommes que de femmes, voyez-vous, parce qu'il y a déjà ce qu'on nous sert en temps normal. Nous sommes dans une société dite scientifique, statistique, calculatrice, etc., etc. Donc, à un moment donné, il n'y a de vérité que de statistiques. Donc, même si vous dites les jeunes en meurent, on va dire, mais combien meurent? Vous serez obligé de dire peut-être 5, 10%. Ils vont dire, mais vous voyez ce qu'on est en train de vous dire. Voyez-vous? Et c'est pour ça que je vais rebondir en parlant d'un élément un peu sur la stigmatisation selon les cultures. L'Africain va toujours s'imaginer que, puisqu'il est un peu fataliste, on dit il y a Dieu qui protège. Donc, cette manière de défier, de résister, de penser que c'est pour les Blancs et ce n'est pas pour nous, est un peu liée à cela. Parce que quelle que soit la maladie, pendant que les autres recherchent peut-être les microbes et autres choses, nous, on a d'autres relents mystiques. Oui, mais... Vous voyez, même l'hypertension, le diabète, il y en a qui vont prendre des jeunes secs chez les pasteurs. D'accord, mais j'aimerais qu'on aborde, qu'on reste sur l'aspect sanitaire. Toutes les personnes qui souffrent d'autres pathologies, qui ont des symptômes identiques à celui du coronavirus, moi-même, je tousse régulièrement, n'ayez crainte, eh bien, un simple toux, un simple éternuement, tout le monde devient suspect. Mais il ne faut pas prendre les symptômes de façon isolée. C'est un groupe de symptômes cumulés qui peuvent vous faire penser à
telle ou telle chose. Il ne faut pas prendre un seul des symptômes. Les symptômes sont lesquels? Le mal de gorge, la toux et la fièvre, les trois associés, au moins les trois associés. En cas de maladie compliquée, on a en plus de cela les difficultés respiratoires. Donc si je tousse, la chose que je devrais faire, c'est de prendre ma température pour voir si j'ai de la fièvre et ensuite, est-ce que j'ai mal à la gorge? Donc quand les trois segments sont présents, alors il y a lieu de s'inquiéter. Mais il ne faut pas prendre les éléments, les symptômes de façon isolée. Mais alors, comment peut-on rester vigilant sans devenir paranoïaque? Bien, vous l'avez dit, c'est la paranoïa. Moi, quand les gens m'appellent, je ris. Je dis, est-ce qu'avant, on ne toussait pas? Est-ce que la plupart de nos maladies, éternuer, il n'y a même pas 1 mois, 2 mois, on nous expliquait qu'il fallait éternuer bruyamment pour expulser les microbes le plus loin possible. Et vous voyez, c'est ça aussi l'inversion des paradigmes. J'ai vu une photo dernièrement sur les réseaux sociaux où on disait qu'en 2009, quand vous étiez affalé sur votre canapé, vous étiez un fainéant, et en 2020, vous êtes responsable. Même, voilà, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on en est à un niveau de paranoïa qui n'a même pas lieu d'être. Sinon, les maladies classiques sous nos tropiques, c'est ces éléments-là. Mais comment se combinent-ils, comment s'enchaînent-ils, et on regarde la progression sur le nombre de jours, avec des pics autour du 5e, 6e jour, et des symptômes qui disparaissent et qui réapparaissent, etc., jusqu'aux complications respiratoires. Donc, c'est un faisceau de symptômes qui s'enchaînent selon des combinaisons bien précises. Alors, y a-t-il aussi des risques à être dans ces préjugés, puisqu'on a l'impression que la propagation justement des préjugés peut avoir des conséquences directes sur la lutte, notamment contre le coronavirus? Peut-être certaines personnes vont être réticentes à aller voir un médecin parce qu'elles ne veulent pas qu'on sache qu'elles sont contaminées, pour ne pas être jugées. Allez-y. C'est tout à fait juste, hein, parce qu'on a vu déjà avec le mouvement que certains ont opéré de l'intérieur d'Abidjan vers l'intérieur. Et on a déjà des cas où les gens se dissimulent. Et on avait déjà des cas où les Italiens essayaient de rentrer par des frontières détournées. De telle sorte que l'individu, dans sa propre communauté, en tout cas si on parle de l'Afrique, la stigmatisation risque d'être tellement forte aujourd'hui que l'individu a intérêt à se fondre dans la nature et à aller là où on le connaît. Alors que c'est totalement dangereux. Oui, c'est un risque qui fait porter à toute la communauté et à lui aussi, puisqu'il faut le soigner. Donc, d'où la limite des préjugés. Ça a des conséquences. On parlait des Chinois tout à l'heure. Peut-être les Chinois qui sont en train de sortir doucement du confinement, du moins en tout cas les alentours de Wuhan, les Chinois viennent en aide au monde entier. Est-ce qu'à force d'être stigmatisés, ils ne vont pas rebrousser chemin? Oh, je ne pense pas, dans la mesure où leur expérience est quand même salutaire pour les autres pays qui sont un peu en retard par rapport à l'apparition de la maladie. Nous, par exemple, en Côte d'Ivoire, c'est tout récent que nous avons connu la maladie. Donc, je pense que nous gagnerions vraiment à nous inspirer du modèle chinois, déjà, où ce qui a aidé à ce que la maladie s'en aille, c'est le respect des règles données, le respect des consignes. Ici, on a beaucoup d'incivisme, ce qui rend difficile l'application de ces règles-là. Vous voyez des gens qui font le rang, qui sont agglutinés les uns aux autres, et ça, c'est ce qui est dangereux. Mais permettez-moi, docteur, vous minimisez peut-être ce que la communauté chinoise ressent. Je sais qu'en Europe, ils ont créé même un hashtag pour dire « nous ne sommes pas le virus ». Ici, en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur de la Chine en Côte d'Ivoire a fait un communiqué pour demander à ce qu'on respecte un peu plus ses ressortissants. Donc, au bout d'un moment... Voyez-vous, on va arriver à la thèse aussi du complot, parce que Donald Trump s'est donné à cœur joie dans cette stigmatisation de la Chine quand même. Voilà, et même les Européens, vous savez comment ils ont été traités en Lombardie, les Chinois, dès que cela a commencé, et y compris en France. Je veux dire que c'est un réflexe en fait. Maintenant, comment est-ce qu'on peut communiquer pour clarifier et informer les gens? Par exemple, je me rappelle que c'est un Camerounais du nom de Senou qui a guéri en Chine, qui leur a donné beaucoup d'espoir et de courage dans cette affaire-là. De telle sorte que dans cette rencontre, parce que quand il y a la maladie, il faut créer une certaine solidarité autour. Parce que quand vous êtes malade, vous implorez la clémence des autres, et quand vous êtes en bonne santé, vous avez tendance à rejeter. Ça, c'est un réflexe, ce n'est pas une réflexion. La réflexion, c'est de dire que, comme vous l'avez si bien dit, comme madame l'a dit, comment ils s'en sont sortis. Peut-être que nous les avons aussi aidés, puisque c'est une maladie, dit-on, qui a un lien avec le paludisme. Donc, c'est sûr que tous ceux qui peut-être chercheront dans cette direction auront véritablement peut-être quelques réponses. Peut-être que ce n'est pas pour rien, parce que la malaria a toujours tué les Occidentaux de toute façon.
Peut-être que ce n'est pas pour rien que dans un bon échange win-win, puisque c'est une crise sanitaire mondiale, on pourrait le faire. Mais c'est vrai que si on laisse uniquement les médias, la politique, revenir sur l'historique, Wuhan, nous montrer les souris que les Chinois mangent, les cafards et tout ce qui s'ensuit, ce n'est pas du tout fait pour améliorer les choses. Alors, à vous écouter, Dr Lille, on a l'impression que ce sont les médias qui véhiculent tous ces clichés. Est-ce que finalement, ce n'est pas la nature humaine, hein? Non, mais on a une surinformation due aux réseaux sociaux. L'information va beaucoup plus vite même que la réalité. Et entre information et extrapolation, on voit qu'il y a beaucoup de fake news qui se font autour de la thématique en ce moment. Donc, il faut savoir raison garder et surtout, comme on dit aux gens, avoir des réflexes de ne faire suivre une information que lorsqu'elle est vérifiée. Quand on fait comme ça, alors on empêche les mauvaises nouvelles ou les fausses nouvelles de se propager. Alors, il faut que chacun soit responsable à son niveau. Et même si on a une information qui nous choque, se dire, est-ce que cette information est fiable? Est-ce qu'elle est vérifiée? Avant de la partager, mais on ne partage pas tout et n'importe quoi. Dans ce cas, il faut vérifier la source, puisque c'est la source qui fait la différence. Tout à fait. Vous avez raison, parce que pourquoi je parle des médias? Vous savez, en Côte d'Ivoire ou en Afrique, on parle souvent d'affairage, on parle souvent de ceci. Donc, c'est à la presse de faire très attention parce que chacun sait comment parler à sa population. On parle aux gens en fonction des cibles. Voyez-vous? Parce que les gens vont rechercher le sensationnel. Sur la terre, vous-même, vous le savez mieux que moi, les premiers cours de communication en journalisme, on nous dit la vieille a mordu un chien, ça fait l'actualité, plus que le chien a mordu la vieille. Donc, tout le monde est à la recherche du sensationnel aujourd'hui. Et le corona, véritablement, nourrit toutes sortes de peurs, des plus primales aux plus évoluées. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, beaucoup de journalistes, je ne les taxe pas, mais il y a, on dirait, on a toujours un sentiment de délectation dans la propagation de la hantise, de la peur, de donner l'information la plus rapide, etc. Mais Dr Lille, vous le savez très bien, dans ces moments de crise, on va dire internationale, même si elle est d'ordre sanitaire, si on n'informe pas le public, il va nous le reprocher et on joue notre rôle, notre partition. Mais comme l'a dit madame, il y a ce qu'on appelle la communication de crise. Les gens sont en crise et je leur apporte une information. Donc il y a un effet amplificateur et amplifiant et tout de suite aussi propagateur. Parce que plus ça me choque, plus j'ai peur, plus je partage. Je ne garde pas ça pour moi. Alors, je veux qu'on reste sur une note positive. Vous l'avez dit l'un et l'autre. La Chine, premier foyer donc, du Covid-19, commence à enregistrer de nombreuses guérisons. Cela devrait nous interpeller, notamment sur la possibilité de guérir de cette maladie. N'est-ce pas là un bon signal pour dire que l'on peut freiner le coronavirus par notre effort collectif et que justement, ce sont ces stigmatisations qui mettent de côté une partie de la population qui vont nous empêcher d'arriver au bout de cette mission. Mais ce que les gens ignorent, c'est que beaucoup de personnes en guérissent. Mais en fait, ils ont peur parce que la maladie a l'air foudroyante, mais il y a plus de personnes qui en guérissent que qui en meurent. Et justement, le taux de létalité est très peu, c'est-à-dire 80% des gens contaminés guérissent. Et il y en a même qui font la maladie sans s'en apercevoir, parce que ça passe vraiment de façon soft. Donc, il faut toujours garder cette lueur d'espoir et en plus faire notre part en respectant les consignes données, en respectant les mesures d'hygiène, les mesures de confinement et les distanciations sociales. Je pense qu'en respectant cela, chacun de nous aura fait sa part pour stopper la propagation de la maladie. Il y aura l'après, c'est-à-dire qu'en Europe, on voit les témoins à visage découvert nous dire qu'ils ont été malades, qu'ils sont en repos. Ici, on n'a encore vu aucun des cas confirmés. Pensez qu'en Afrique, on le vit autrement? D'être malade, ça a d'autres conséquences, Dr Lille? Vous voyez, vous parlez de hantise, de peur, de psychose. Madame a parlé de comment amener tout le monde à être responsable dans l'observation des gestes. Mais je pense qu'on sait aussi que dans notre mentalité, il y a des saint Thomas. Tant qu'ils n'ont pas vu un noir couché aussi avec les entubages, ils n'y croient pas. Donc ça aussi, c'est à la presse et je pense au gouvernement de communiquer parce qu'effectivement, vous avez touché un point nodal puisqu'il faudra sortir. Aujourd'hui, on nous dit de rentrer, mais quand on rentre et qu'on a un petit métier, on vit au jour le jour, day by day, comment est-ce qu'on s'en sort? Et ça peut être plus comme un acte de résistance, alors que tout simplement, c'est un acte de survie. Comme on l'a dit, on vit d'abord. On peut mourir de la faim, c'est sûr. On peut mourir du corona, ça c'est peut-être. Voyez-vous? Donc par rapport à cela, tant que si on peut, il faut faire du donner à voir. Parce que si on a 0 cas sur le territoire, il n'y a pas... Pensez que ça va quoi? Désacraliser le débat Non, au moins qu'on sache. Les saint Thomas dit qu'il faut qu'on voit au moins quelque chose chez nous de concret. Soit un malade, soit quelqu'un qui est décédé du corona. Sinon, ça reste fictif.
Pour certains, ils disent, nous sommes des saint Thomas. Tant qu'on n'aura pas vu, on ne croira pas. Donc moi, je préfère aller faire mon job. Mais est-ce qu'on reste dans la stigmatisation? Est-ce que les personnes qui vont intervenir dans les prochaines émissions et qui ont été contaminées, est-ce qu'elles ne risquent pas d'être stigmatisées aussi? À ce jour, on entend surtout parler d'immunité de ceux qui ont déjà fait la maladie, donc je ne pense pas qu'elle représente un danger en tant que tel. Non, mais il y a le danger réel et puis il y a le danger inconscient. Ce qu'on donne comme information de l'après-corona, c'est plus rassurant que l'avant-corona. Parce que quand on n'a pas encore fait la maladie, on est exposé. Mais une fois qu'on l'a faite, et on ne peut plus transmettre ni contaminer les autres. Donc je pense que c'est plutôt rassurant. Ce qu'il faut se demander surtout, c'est qu'est-ce que toute cette population-là va devenir? Parce que la population ivoirienne, avant l'arrivée du corona, était déjà fragilisée par le chômage, par beaucoup de problèmes. La société était déjà une société malade. Et avec ça, on a connu l'incivilité grandissante sur les réseaux sociaux et tout. Donc c'était une société déjà à terre. Et maintenant que le corona vient de se rajouter, est-ce que cette période de crise va être bénéfique pour la société ivoirienne? Moi, j'invite plutôt les gens à réfléchir dans ce sens et à mettre à profit cette situation-là pour se recadrer et recadrer beaucoup de nos priorités. Alors, on espère tous qu'on va tous mûrir suite à cette... et non mourir, Dr Lille. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous parce qu'il faut passer rapidement au réel. Le corona est une parenthèse. Les difficultés que nous avions avant ne vont faire que s'amplifier parce que rien que cette parenthèse économique, sociale, scolaire, etc., ce sont des grandes questions. Parce qu'aujourd'hui, on se pose la question de savoir quel est le temps soutenable de confinement. Parce qu'on se confine et après. Il y en a qui auront perdu les emplois, il y en a qui auront perdu la main sur l'école. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Oui. Donc, effectivement, tout le monde, pendant le confinement, doit réfléchir à l'après-confinement. Comment nous tous allons devenir matures? Comment est-ce que pendant ce temps, nous allons réfléchir? Changer notre mode de vie, peut-être. Voilà, et nos mentalités. Et c'est pour ça aussi que j'insiste sur le fait que donner à voir quelques cas qui vont témoigner peut nous être énormément bénéfique. Parce que, du coup, la réalité, la fiction va toujours s'arrêter là où il y a la réalité. Il y a déjà 2 qui ont témoigné sur les réseaux sociaux. Le premier cas, le cas 0 qui est venu d'Italie, l'entraîneur de football, il a témoigné. Il y a un ouvrier de l'aéroport aussi qui s'est guéri, qui a témoigné. Donc je veux dire que si ces gens-là existent, sont réels, pour moi, ce seront les premiers qui nous permettront de toucher de doigt les réalités et vraiment, véritablement, d'aller vers quelque chose de nouveau et de beaucoup plus intéressant pour rebondir de cette crise-là. Alors peut-être un dernier mot pour pousser la population à respecter bien sûr les consignes, mais ces consignes-là n'entravent pas les relations sociales et que la stigmatisation de l'autre, c'est-à-dire l'étranger, cesse. Quel conseil vous leur donnez? Étranger ou pas, déjà il y a des règles à respecter. Donc conseiller aux gens de respecter les règles, c'est-à-dire rester chez vous tant que vous n'avez rien d'urgent à faire dehors. Mais comme il a dit, il y en a qui sortent pour manger. Il y en a qui sortent pour manger, mais quand on sort pour manger, respecter les mesures de précaution. Donc, il ne faut pas se mettre en danger pour rien. C'est vrai qu'on sort pour chercher sa pitance, mais en même temps, il faut se protéger. Quand on rentre chez soi, il ne faut pas aller tout de suite toucher à tout le monde, embrasser les gens. Il faut déjà se désinfecter avant de réintégrer son domicile. Donc, des mesures d'hygiène simples comme ça seraient les bienvenues pour déjà nous rassurer entre nous et pour nous préserver aussi. Dr Lille, moi, ce que quelques conseils comme conseil, je dirais civisme et démocratie citoyenne. Que toutes les parties prenantes fassent ce qu'elles ont à faire. Que le gouvernement, de manière très responsable, adaptée, cherche à trouver les mesures idoines, sans faire de copier-coller, mais voir ce qui correspond nous, à notre mentalité et des mesures très concrètes, applicables et appliquées et compréhensibles par tous. La population aussi, de manière très responsable, observer les gestes barrières, ne pas se mettre en danger ou mettre les autres en danger. Toujours de manière très responsable, la population aussi nous tous, on doit être solidaires de tous ceux qui sont obligés de sortir pour manger. Soit on leur trouve une formule pour qu'ils se confinent aussi comme nous, soit franchement... Alors, je crois que le gouvernement a pris des mesures sociales, et économiques. Et exactement. On verra ce que cela va donner. Et la presse aussi, à vous aussi, de nous véhiculer des informations propres, nettes et saines pour pouvoir chasser les rumeurs et tout ce qui s'ensuit.
On en prend bien note et c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours, aussi bien moi que tous mes collègues au sein de la RTI. C'est la fin de cette émission. Merci pour votre participation et d'être venus, d'être sortis de ce confinement pour certains d'entre vous. Merci de nous avoir suivis et pensez à respecter toutes les mesures préconisées afin de limiter la propagation du coronavirus. Bonne suite des programmes sur RTI 1.